Intune. Conversation sur l'audiologie et l'équilibre. Un podcast d'Inventis. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Intune, le podcast d'Inventis. Aujourd'hui, c'est un épisode entièrement consacré au monde de l'audioprothèse. Mais nous ne parlerons pas seulement d'appareils auditifs, nous allons aussi aborder ce que signifie aujourd'hui pratiquer l'audioprothèse, la pratiquer avec méthode, avec rigueur scientifique et, ce qui me tient particulièrement à cœur, avec une attention authentique portée aux patients. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui deux professionnels qui, selon moi, mais aussi selon la majorité, représentent l'un des plus hauts exemples d'approche clinique dans le domaine de l'audioprothèse, la docteure Marina Pinati et le docteur Francesco Pontoni de Pontoni Udito e Tecnologia. Marina et Francesco, bienvenue dans Intune. Merci Anna, c'est un honneur d'être ici. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cet épisode. Alors Marina, tu es audioprothésiste de formation, avec une solide expérience dans le domaine pédiatrique, et chez Pontoni, tu es justement la responsable des applications pédiatriques, et tu suis également les porteurs d'implants cochléaires. Est-ce bien ça ? Tout à fait, Anna. Merci Marina. Et puis ici, à côté de nous, il y a aussi Francesco, lui aussi audioprothésiste. J'ai toujours vu Francesco comme quelqu'un qui avait une vision très claire du rôle de l'audioprothésiste. Il est le fondateur de la méthode Clarivox, dont tu pourras nous parler si tu le souhaites, et auteur de plusieurs livres sur la profession d'audioprothésiste, dont tu es aussi le co-auteur d'un livre qui sort ces jours-ci, intitulé Profession audioprothésiste. Tu pourras aussi nous en dire un mot tout à l'heure. Et tu fais également partie du comité technique et scientifique qui a rédigé les lignes directrices du technicien audioprothésiste. Donc en somme, un beau parcours, je dirais. Bien, commençons tout de suite, brisons la glace. Alors, je vous demande comme ça, à brûle-pourpoint, si vous deviez décrire en un seul mot ce que représente aujourd'hui Pontoni Audition et Technologie, quel mot choisiriez-vous ? Je dirais changement. C'est le premier mot qui me vient instinctivement. Mais j'aimerais aussi expliquer un peu pourquoi ce mot. Ça risque d'être un mot galvaudé, parce qu'à l'échelle macro, au niveau mondial, on voit un changement constant. On voit des guerres, des droits de douane, l'intelligence artificielle, on voit de tout. Mais pour dire la vérité, si je pense à notre petite échelle, moi par exemple, il y a une chose que je dis toujours en interne. Cela fait des années et des années que chaque jour, je reçois au moins un appel téléphonique avec un nouveau besoin, une nouvelle demande, une nouvelle problématique que je n'avais jamais rencontrée en toutes ces années. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau à affronter. Du coup, on doit s'asseoir autour d'une table, s'arrêter quelques minutes, respirer et prendre une décision. Donc je vois que le changement, parfois on est obligé de l'affronter, parfois c'est un besoin, parfois on a envie de l'affronter. Donc j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas juste un mot lancé comme ça, c'est quelque chose qu'on vit vraiment de l'intérieur. Ce changement, je pense qu'il fait désormais partie de notre ADN. Nous sommes une centaine environ dans notre structure et je vois que toute notre organisation est très réceptive. Donc, vous surfez sur le changement. Vous ne le subissez pas. Oui, disons qu'il y a ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Nous au moins, on marche aux côtés du changement. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une nouveauté, on prend une décision et je vois que tout le monde nous suit aussitôt. Donc on ne reste pas immobile. Donc pour moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit et qui nous représente. Parfait. Donc, changement chez Pontoni, pour Pontoni, et aussi changement dans le monde de l'audioprothèse, en général à 360 degrés. Absolument, oui. Marina, à toi la parole. Pour moi, le mot juste, c'est innovation. Là aussi, je reviens à dire innovation à 360 degrés, que ce soit au niveau des produits, le portefeuille de produits que nous proposons, qui couvre toute la gamme de solutions pour les personnes malentendantes, avec une surdité légère et pour celles avec une surdité profonde. Innovation dans l'approche, dans la méthode, et aussi innovation dans l'instrumentation. Comme l'a dit aussi mon collègue, on ne reste pas là à regarder. Mais quand il y a une nouveauté, on s'y intéresse. On veut en savoir plus et on essaye de l'adopter. Nous voulons la tester concrètement
et la transformer en un bénéfice pour nos patients. Absolument. Donc, tu veux comprendre ce qu'est l'innovation à 360 degrés pour ensuite pouvoir l'exploiter et l'appliquer justement dans vos centres d'audioprothèse. Peut-être même avec quelques maux de ventre, parce que ce n'est pas que tout se passe toujours bien. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'affronter le changement. Souvent il arrive et on se dit mince, encore un autre. Mais après un instant, peut-être qu'un jour passe, et puis on s'y remet. Et on se dit ok, il faut affronter cette chose, voyons comment faire. Exactement. Donc, toujours et en toutes circonstances, une approche proactive et positive face à ce que vous devez affronter. Donc, changement et innovation. Je dirais que c'est une combinaison extrêmement puissante qui, cependant, à mon avis, d'après ce que je vous connais, reflète vos deux personnalités. Parce que depuis que je vous connais, j'ai toujours perçu Pontoni comme une réalité qui se distinguait nettement, justement, dans le paysage audioprothétique que je connais. Alors, je te dirais oui, mais ce qui me fait le plus plaisir et qui m'étonne, pour être honnête, c'est que le changement, beaucoup peuvent le faire. C'est-à-dire, je peux penser à un changement à apporter dans l'entreprise, mais ensuite, il faut que les gens me suivent. Ce qui me rend très fier et qui m'étonne d'une certaine manière, c'est à quel point notre structure est réceptive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous communiquons quelque chose, je vois que tous nos collègues sont prêts dès le lendemain. Sans trop de questions, ils nous font confiance, ils comprennent. Parfois, il y a un petit débat si tout le monde n'est pas convaincu, mais ils nous suivent. Et selon moi, c'est justement ça la vraie différence de l'équipe. Mais ça veut dire, Francesco, qu'il y a aussi un climat d'entreprise très positif. C'est une disposition des personnes, en tout cas, à écouter et à partager des idées, ainsi que d'éventuels doutes, pour ensuite y faire face ensemble. Oui, je pense qu'on discute beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. Cela aide. Et évidemment, ce n'est pas un échange à sens unique, mais on parle vraiment. Ensuite, bien sûr, il y a quelqu'un qui doit prendre les décisions, et peut-être que tout le monde n'est pas convaincu ou content. Mais en général, la direction est claire et tout le monde la suit. En tout cas, je ne sais pas si je peux le dire, mais tous les vendredis, nous avons une demi-heure de réunion avec tous nos audioprothésistes. Et donc, parfois, ce ne sont pas toujours les nouveautés, les innovations et les points à suivre qui viennent de la direction, mais aussi de nos propres collègues qui nous proposent tout ce qu'ils voient et entendent dans le domaine de l'audioprothèse. Par exemple, je voudrais encore dire un mot sur cette réunion, en laquelle j'ai vraiment confiance quant au bien que peut apporter cette petite mise au point hebdomadaire. Ce n'est pas une seule réunion qui change un collègue, mais au fil des mois, des années, je vois l'évolution des collègues grâce à ce petit échange hebdomadaire avec tout le monde. Parce qu'au final, il y a certaines situations où on me dit j'ai résolu ce problème avec ce patient parce que je me suis souvenu d'une réunion faite il y a 8 mois où ce collègue avait géré la situation de cette façon. Et je vois ce genre de situation se répéter de façon très cyclique. Donc, il y a la possibilité de partager très ouvertement des expériences, des faits, des vécus, ce qui permet ainsi à d'autres d'en tirer profit et de tout mettre en pratique. Mais même ici, ce n'est pas facile. Ici, peut-être plus que la possibilité, je force un peu la main. Je veux que les gens se confrontent. Ensuite, quand ils entrent dans ce schéma, quand ils comprennent tout ce que cela peut apporter et qu'ils font confiance, alors ils commencent à partager aussi, de façon un peu instinctive. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est peut-être 40 et il y a peut-être le syndrome de l'imposteur, on en parlait en coulisses. Parfois, quelqu'un se dit « ça m'embête de poser cette question, peut-être que c'est une bêtise ». Mon travail, à Marina et moi, c'est de forcer un peu la main. Parce qu'au final, ce ne sont pas des bêtises. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours, tous, et qui peuvent vraiment apporter une grande aide, à mon avis. Parfait. Donc, je retiens deux mots, changement et innovation. Francesco, repartons cependant un instant du début. Tu m'avais raconté à l'époque que tout était né en 1989, quand ton père, monsieur Roberto Pontoni, avait décidé d'ouvrir un petit atelier à Monfalcone. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce pas? Avait-il peut-être une certaine vision? Était-il animé par une forme de rébellion à ce moment-là? Alors, absolument, oui. Ça commence en 1989. Mais en réalité, d'une certaine manière, ça commence même avant.
parce qu'il fait partie de ces audioprothésistes, j'ai envie de dire de première génération, si on veut, qui exerçaient déjà ce métier à la fin des années 70. À cette époque-là, il observait évidemment les autres, essayait de comprendre ce qu'ils faisaient et mettait en pratique. Ensuite, comme beaucoup d'autres audioprothésistes en Italie à cette période, donc je dirais qu'il n'était pas le seul, il a commencé à vouloir en savoir plus. Il voulait comprendre ce qu'il était possible de faire. À l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait pas les informations d'aujourd'hui, il n'y avait pas tout l'équipement dont on dispose aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite anecdote qui a aussi été très significative pour moi. Il y a quelques mois, lui et moi étions à un congrès. À un moment donné, mon père a aperçu un ancien collègue de son époque, et il est allé le voir. Je pensais qu'il voulait simplement le saluer, mais en réalité il lui a dit ⁇ Je dois te remercier. Il s'est écoulé environ 30 à 35 ans, mais je veux encore te remercier parce que lors d'un cours, tu m'as appris tout l'univers des embouts, comment les utiliser et en tirer le meilleur parti. Et pour moi, ça a été absolument révélateur, parce que j'ai compris qu'il y avait tout un monde derrière, que je ne devais pas me limiter à ce que je voyais tous les jours, mais qu'il y avait bien plus. Et si l'on pense, je le répète, à cette époque-là, il n'y avait même pas d'appareil numérique. C'est-à-dire que le travail de l'audioprothésiste portait presque entièrement sur l'embout, la profondeur, la ventilation, le type, etc. Et à mon avis, pour lui, vu de l'extérieur, ça a été le premier moment d'illumination. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit « Travailler comme ça ne me suffit pas ». Mon père a sûrement deux facettes, une entrepreneuriale, mais qui s'est révélée plus tard, pas à ce moment-là, et une technique. Là, c'était vraiment le technicien. Il y avait la volonté de placer le patient au centre. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que je me demandais justement ce qui a fait que Pontoni soit perçu différemment des autres centres. C'est peut-être justement cette volonté de ton père de dire il ne s'agit pas seulement de technologie, mais regardons le patient d'une manière différente. Disons qu'il y a eu une longue évolution, où au début, on pouvait peut-être se rapprocher de l'idée de beaucoup d'autres centres, puis, année après année, nous avons commencé à créer une véritable identité, j'ai envie de dire. Ce que Roberto a transmis et continue de transmettre aujourd'hui, c'est le fait de mettre le patient au centre. Je pense que nous sommes une réalité centrée sur le patient, si on peut le dire ainsi. L'exemple classique que je retrouve aussi chez certains audioprothésistes un peu partout en Italie, même quand je parle lors de différents congrès par exemple, chaque veille de Noël, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui a besoin d'une assistance. Alors il prend la voiture et va l'aider la veille de Noël, pour qu'il puisse passer un bon Noël. Ça arrive et ça arrivera toujours. Et cette chose-là, justement par l'exemple, il l'a transmise à tout le monde. Donc, selon moi, c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise, parce qu'il y a cet exemple. Il pourrait très bien rester derrière un bureau, mais au lieu de ça, il est avec les patients. Il a 67 ans et il est avec les patients toute la journée. Il ne reste pas derrière le bureau. Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. Aujourd'hui, il lui arrive de me dire plus souvent « Je suis un peu fatigué ». Il prend un peu plus de vacances, ce qui est bien normal, mais il est à 100% avec les patients. Vendredi dernier, il m'a dit « S'il te plaît, voyons une patiente ensemble. Je veux comprendre de nouvelles méthodes. » Et il a 67 ans. Donc on pourrait lui dire « Prends ta retraite », ce qu'il a officiellement fait, « Repose-toi à la maison ». Mais non, il continue à se poser ces questions. Et il cherche à comprendre comment élever encore plus le niveau et satisfaire les patients. Voilà, c'est ça l'idée de fond, disons. Oui, une idée que vous avez ensuite adoptée et que vous avez essentiellement diffusée à tout le monde. Et tous les employés, en somme, se la sont appropriée. Oui, c'est ça l'idée. Ensuite, l'identité grandit, on fait plein de choses, etc. Mais l'idée, le cœur d'attente, c'est bien celui-là. Nous arrivons donc à 2017, car en 2017 naît Clarivox, cette méthode dont j'aimerais justement que tu me parles un peu. Je te demande donc, qu'est-ce qui change à ce moment-là? Il ne s'agissait plus simplement d'appliquer des appareils auditifs, mais de construire une véritable méthode, donc un parcours de rééducation à part entière, centré sur le patient, dont nous avons justement parlé jusqu'à présent, comme étant en quelque sorte le cœur battant de votre travail. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, nous ne comprenions pas l'ampleur de ce projet quand nous l'avons lancé. Nous la comprenons aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous comprenons que cela a été une étape clé dans notre parcours, j'ose le dire. En réalité, ce n'est pas vraiment né en 2017, car Marina et moi sommes arrivés dans notre structure en 2007, si je me souviens bien. Et à l'époque, surtout, mais encore aujourd'hui, nous étudions. Il y avait de la curiosité, l'envie de comprendre, l'envie d'approfondir. Je me souviens des samedis matins, Marina et moi, à Montfalconnet, où mon père Roberto nous amenait des patients. Il nous disait d'essayer les dernières technologies pour voir ce qu'on pouvait en faire. Donc, nous avons gardé cette envie de hausser le niveau, j'ose le dire. Et parmi différentes choses, au fil des années, nous nous sommes posé une question. Pourquoi Roberto, par exemple, a-t-il des patients extrêmement satisfaits, alors que d'autres audioprothésistes en ont moins? Il y avait une satisfaction, mais moindre. Alors nous sommes allés voir de nos propres yeux. Nous nous sommes posé des questions, et quand nous demandions aux audioprothésistes, presque naïvement, j'ose le dire, tous nous répondaient: c'est l'expérience. Je fais cela parce que l'expérience me fait comprendre que cette chose-là fonctionne. En réalité, je ne dis pas que l'expérience n'existe pas, mais l'expérience, c'est simplement une série de schémas mentaux où une personne, au fil des années, a rencontré plusieurs fois cette situation, a essayé de nombreuses solutions et dans son subconscient, sait qu'il y a ces 3, 4, 5 choses à faire. Ce que nous avons essayé de faire, moi en particulier, c'est d'extraire avant tout toutes les situations que rencontre l'audioprothésiste au cours de son parcours de rééducation, toutes celles qui peuvent exister, toutes les problématiques diverses. Donc, tu as fait un recensement des problèmes que l'audioprothésiste pourrait rencontrer. Ensuite, j'ai extrait toutes les meilleures pratiques. Donc, quelles sont les meilleures? En fait, toutes, des meilleures aux plus simples, mais qui peuvent aider dans ces situations-là. Et puis, ce qui est très important au sein de Clarivox, j'ai aussi essayé de leur donner une sorte de priorité, parce que chaque situation peut être plus ou moins importante et avoir plus ou moins d'impact par rapport à d'autres. Je donne un exemple très simple. Si on se trompe sur l'attente pendant la visite, c'est quelque chose que les audioprothésistes savent. Si un audioprothésiste laisse échapper une phrase comme «Tu entendras bien au restaurant, même s'il y a beaucoup de bruit», et ensuite on fait un parcours fantastique, on fait un miracle, on fait entendre objectivement très bien, mais au restaurant, cette personne n'entend pas. Cette personne sera toujours insatisfaite. Donc ce problème-là a un impact très très fort sur le parcours. À l'inverse, si on se trompe, on augmente de 2 décibels les fréquences aiguës, la personne revient le lendemain en disant que ça lui semble un peu fort. On remet le réglage d'avant et c'est réglé. Donc c'est évident qu'il y a beaucoup d'actions qui ont une importance, une priorité et un impact différent. Cela sans entrer trop dans les détails. Mais c'est un peu le cœur de Clarivox. Donc essayez de comprendre quelles sont les priorités, lesquelles ont le plus d'impact, quelles sont les situations auxquelles un audioprothésiste peut être confronté et quelles peuvent être les solutions possibles. Donc nous avons fourni un modèle mental sur lequel réfléchir. D'accord, je comprends. Voilà un peu le concept. Ça, c'est pour l'audioprothésiste. Donc, quand un patient entre dans un cabinet Pontoni, quelle expérience va-t-il vivre? Alors, ici, je peux aborder la question sous différents aspects. Peut-être du côté technique, puis je laisserai un peu plus la parole à Marina. Notre idée, c'est vraiment de proposer un parcours de rééducation auditive. Ce n'est pas un «je pose les appareils auditifs et vous m'appelez si besoin». Absolument pas. On est très loin de ce genre de situation. Dans nos centres, nous voulons vraiment accompagner les patients pas à pas et les amener aux meilleurs résultats possibles, au meilleur rendu possible. Ensuite, je dirais qu'il y a tout l'aspect de l'importance de l'expérience pour le patient, où nous ne faisons rien de fondamentalement différent des autres, mais je pense que nous portons une attention particulière à une multitude de petits micro-détails qui, mis bout à bout, font vraiment la différence. J'en cite juste quelques-uns. La lettre de bienvenue, de remerciement, quand une personne nous fait confiance, écrite personnellement par moi, Roberto, et mon frère Matteo, juste pour lui faire comprendre dans quel univers elle entre, le parcours que nous allons devoir suivre. Ils ont aussi tous un carnet de bord qui les accompagne tout au long du parcours de rééducation auditive, mais il y a d'autres détails, par exemple, qui sont venus un peu par hasard. Ils n'ont pas été pensés à l'avance. Roberto, depuis pas mal d'années, a la passion de l'écriture. Il a écrit plusieurs livres. Je ne sais même plus à combien on en est. Je crois 6 ou 7, peut-être 8. Je les ai vus exploser la dernière fois que je vous ai rendu visite. Mais nous, notre objectif n'est pas de gagner de l'argent avec ces livres. Au contraire, pour nous, c'est un coût dans notre bilan. Nous avons décidé de les imprimer
et de les offrir gratuitement à nos patients. Évidemment, ils ne sont pas tous des lecteurs, mais je vous assure que si vous venez dans l'une de nos salles d'attente, vous trouverez des patients en train de lire un de ces livres et qui ensuite demandent s'ils peuvent l'emporter chez eux. Il arrive souvent qu'ils reviennent en demandant s'ils peuvent avoir le nouveau, à tel point que parfois, des personnes entrent dans le cabinet sans avoir de problème d'audition, sans rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour un examen auditif, mais peut-être qu'ils en ont parlé avec leurs voisins et ils me disent « J'ai lu un livre, puis-je en avoir un autre ?» Donc cette chose-là fait un peu entrer tous les patients dans notre écosystème, dans notre façon de penser, disons. Et comme cela, il y a une infinité d'autres petits détails. Donc, plein de petites choses qui, prises ensemble, ont fait la différence au fil des années. Elles nous ont donné une identité, où je souligne quelque chose que Marina a dit tout à l'heure, peut-être que pour certains aspects, pour le premier utilisateur, cela peut sembler normal, parce qu'il arrive dans ce monde et se retrouve propulsé là-dedans. Les utilisateurs qui viennent d'autres réalités, en revanche, restent un peu choqués, parce qu'ils disent « Avant, j'étais suivi d'une autre manière, je devais appeler, je devais insister pour qu'on me contrôle les appareils. » Je ne dis pas qu'ils étaient maltraités, mais on entend un peu de tout, tu peux imaginer, dans ce milieu. Alors qu'ici, ils trouvent une toute autre expérience. Et ce sont ceux-là, entre guillemets, qui nous donnent le plus de satisfaction. Parce qu'ils nous le disent, ils nous le racontent, ils nous apportent des cadeaux tous les jours. On a notre groupe WhatsApp avec tout le monde, des cadeaux en continu, tout le temps. Des œufs de poule, des gâteaux, de tout, vraiment de tout. Et ça, évidemment, c'est un signe que notre façon de faire est appréciée. Tout à fait, absolument. Marina, j'aimerais maintenant comprendre comment se traduit concrètement et donc techniquement ce que Francesco vient de nous expliquer. Par où commence le travail de l'audioprothésiste chez Pontoni? Parce qu'avec toi, nous avons souvent abordé les mesures MOR, REM, l'indice d'intelligibilité de la parole, SI, la cartographie de la parole et la cartographie de la parole à 360 degrés. J'aimerais donc que nous nous arrêtions un instant sur tous ces points que je viens de citer pour avoir ton avis et savoir comment tu appliques tout cela dans ta pratique quotidienne. Merci Anna, c'est un très beau sujet à aborder, très vaste. Quand j'essaie de transmettre ces concepts à mes collègues, je rappelle toujours que nous sommes des professionnels de santé. En tant que tels, nous avons l'obligation de traiter nos patients de la manière la plus appropriée. Pour cela, il ne suffit pas d'écouter le patient, ce qui est une partie fondamentale, mais nous devons aussi être capables de comprendre ce que nous faisons à ce moment-là pour notre patient. Selon l'étape où se trouve notre patient, nous avons des ajustements à appliquer. Ces ajustements, nous pouvons les effectuer avec des méthodes subjectives, mais aussi avec des méthodes objectives. Il n'y a pas de frontière nette entre les deux, mais les deux doivent toujours coïncider et nous amener à donner la solution la plus adaptée au patient. Mais si je ne sais pas ce que je lui donne à ce moment précis, comment puis-je prétendre que mon patient obtienne un résultat déterminé? C'est pourquoi, grâce au MOR, mesures en oreille réelle, qui sont les mesures objectives effectuées directement au niveau du tympan pour quantifier le gain réel apporté au patient, cette donnée est fondamentale. Elle permet de comprendre si nous lui donnons, ou non, la possibilité d'accéder au langage et au signal correct pour l'audition de la parole et de la conversation. Donc, tu es une adepte des MOR, des mesures en oreille réelle? Je suis une adepte du fait de savoir ce qui se passe dans l'oreille de mon patient, parce que je dois savoir ce qui se passe dans cette oreille. Ensuite, pour la façon dont mon patient l'élabore, il y a d'autres professionnels qui doivent intervenir, mais au moins, je dois garantir à mon patient l'accès à la parole. Et selon toi, pourquoi les MOR ne sont-elles pas adoptées par tant d'audioprothésistes? Parce que moi, on m'a dit que ça prenait beaucoup de temps, que c'était peut-être difficile. Parfois, il y a peut-être un manque d'envie d'essayer, une difficulté qui en réalité peut tout à fait être surmontée. Toi qui adhères vraiment à cette philosophie, comment vois-tu cette situation? Pourquoi les MOR sont-elles mises de côté? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi et selon moi, cela vient en partie de la formation universitaire de ma profession. L'université est très théorique, mais la partie pratique est trop souvent laissée au lieu de stage. Donc, si un audioprothésiste a la chance de faire son stage dans une entreprise consciencieuse qui suit les protocoles, il apprend. Mais si un collègue fait son stage dans une entreprise où cette méthode n'est pas utilisée, elle reste une théorie. Et passer de la théorie à la pratique, comme pour tout, c'est difficile. Mais une fois qu'on a appris,
En réalité, cela rapporte une grande aide et ça simplifie aussi le travail. Parce que très souvent, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec le patient. Nous, on parle une langue faite de décibels et d'hertz, alors que le patient parle de sensations. J'entends sourd, j'entends un écho, j'entends métallique, et au bout d'un moment, le patient peut aussi se lasser, surtout s'il a un certain âge. Et donc, souvent, à mon avis, c'est trompeur. Alors ce qu'il dit est très important, mais comment puis-je le traduire? Je dois forcément utiliser les MOR pour savoir si je vais dans la bonne direction. Parce qu'une sensation de voix métallique ne veut pas forcément dire qu'il entend trop d'aigus auxquels il n'est pas encore habitué. Parfois, il y a un manque total de grave, dû à une ventilation plus large que celle avec laquelle on avait commencé et mesuré au départ. Donc, tout doit être évalué et mis ensemble. Comme en pratique clinique, un seul examen ne suffit pas pour poser un diagnostic. Nous aussi, en pratique prothétique, nous devons faire plusieurs examens, avoir plusieurs tests à disposition pour offrir le meilleur à notre patient. Donc, Marina, je reviens un instant sur ce sujet de l'université parce que je le trouve extrêmement intéressant et il me tient aussi particulièrement à cœur. C'est donc pendant son stage que l'étudiant apprend plus concrètement ce que sont les mesures in vivo. Il doit alors avoir la chance de tomber sur un établissement où ces mesures sont réellement pratiquées. Selon toi, serait-il nécessaire d'intervenir un peu plus au niveau universitaire et par conséquent de ne pas tout reléguer à la partie finale, mais de prêter plus d'attention tout au long du parcours d'études? Il serait certainement souhaitable qu'il y ait un peu plus de pratique dans le cursus universitaire, de façon à ce que certains prérequis minimaux soient vérifiés pendant les études, avant l'habilitation, plutôt que de les laisser presque à la seule initiative personnelle de l'étudiant qui, poussé ou de sa propre volonté, acquiert ses compétences. Parfait. C'est très clair, tu as parfaitement répondu et levé un doute important que je traînais depuis des années. Un autre outil que tu utilises quotidiennement, je le sais, c'est l'indice d'intelligibilité de la parole, SI. Avec notre logiciel Maestro, nous permettons de le visualiser aussi bien en oreille nue, unaided, qu'avec appareillage, aided, c'est-à-dire avec l'aide auditive en place et activée. Il y a même une comparaison directe entre le SI pré-prothétique et post-prothétique. Peux-tu expliquer brièvement à notre public en quoi consiste l'indice d'intelligibilité de la parole? Qu'est-ce qu'il te permet de comprendre et pourquoi est-ce si important pour toi? C'est un outil magnifique qui permet de faire passer l'évaluation prothétique d'une approche purement quantitative, où l'on regarde une PAM, seuil tonneau ou un seuil, à une approche qualitative. En termes simples, l'indice d'intelligibilité de la parole représente la quantité d'accès à la parole dont dispose le patient, avec ou sans aide auditive. Comment puis-je espérer qu'un patient puisse entendre et comprendre ses proches si je ne lui fournis pas la quantité d'informations vocales nécessaires? À mon avis, c'est le paramètre qui fait basculer l'audiologie au-delà de la simple question de quantité. J'ai une perte auditive, d'accord, mais comment cette perte affecte-t-elle ma compréhension? Ce que je lisais tout récemment est passionnant. Les directives canadiennes pour l'appareillage auditif ne se basent plus exclusivement sur un seuil minimum d'audition, mais sur un indice d'intelligibilité de la parole minimum. Si mon patient présente un score SII inférieur à 80% sans aide, cela signifie qu'il n'a pas toutes les informations nécessaires, que ce soit pour un enfant qui doit acquérir le langage normalement ou pour un adulte qui doit comprendre sans effort dans toutes les situations. Nous changeons donc de paradigme. On ne parle plus d'un manque de quantité, mais d'un manque d'information et de qualité pour percevoir et concevoir la parole. Et c'est un outil que tu utilises tout le temps. Le degré d'amélioration est donc très significatif. Donc, une valeur en pourcentage qui t'indique à quel point un patient entend bien avec ce réglage de la prothèse. Ça te donne donc une idée quantitative, si je peux le dire ainsi. Exactement, ça donne un paramètre, selon moi, à surveiller en permanence parce que, je le répète, parfois nous sommes limités par les sensations subjectives du patient, par un champ dynamique très restreint, mais je dois savoir si je lui apporte quelque chose et dans quelle mesure, surtout quand je travaille avec des patients non coopératifs. Et je ne parle pas d'enfants, je parle aussi d'adultes avec une capacité d'attention limitée. Donc il faut vraiment l'envisager dans sa globalité. Et un autre outil que tu utilises, c'est le live speech, et plus particulièrement ce que tu appelles le live speech à 360 degrés.
Il souligne l'importance d'évaluer le patient dans son environnement de vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est, Marina, ce live speech à 360 degrés et comment l'appliques-tu concrètement? Alors, avant de t'expliquer ce que c'est, pourquoi en sommes-nous arrivés au live speech 360 degrés? Parce que, pendant des années, le patient nous disait « Oui, ici j'entends bien ». Quand il venait faire ses contrôles dans notre centre, il entendait toujours bien, le problème était à l'extérieur. Alors, nous avons commencé à simuler un bruit de cocktail party avec les haut-parleurs de l'ordinateur ou de l'audiomètre. Eh bien, dehors, c'est une toute autre histoire. Quand arrive-t-il, à l'extérieur, que notre patient ait la parole d'un côté et le bruit uniquement de l'autre? Combien de fois l'écoute est-elle bidirectionnelle? Ça n'existe pas. L'audition se fait à 360 degrés, nous sommes toujours immergés dans un environnement sonore. Que nous soyons au calme, nous avons une écoute avec réverbération. Si nous sommes dans une pièce fermée ou un lieu public, nous avons un brouhaha tout autour. Et la personne qui me parle peut être devant, sur le côté, mais aussi derrière moi. Il est donc devenu impératif de faire entrer l'extérieur dans nos centres afin d'avoir une vision réelle de la situation. Comme je l'ai dit plus haut, je ne peux pas me baser uniquement sur l'impression subjective du patient qui me raconte qu'il est allé au théâtre avec sa femme et qu'il avait du mal à comprendre. Je dois pouvoir le reproduire autant que possible. Et le reproduire grâce à un outil magnifique que vous avez créé, le Symphonia, qui nous permet de placer le patient au centre d'un simulateur sonore. En plus de cela, j'utilise les MOR pour mesurer ce qui se passe à ce moment précis. Je donne un exemple. Combien de fois un grand-père nous dit-il « Quand je vais chercher mon petit-fils à l'école, je ne l'entends pas parce qu'il est derrière moi ». Comment savoir si c'est vrai ou faux? J'utilise les MOR et je simule la situation exacte. Parce que, comme je l'ai dit, si je ne suis pas certaine de lui donner la capacité d'entendre, comment puis-je espérer qu'il entende dans un moment où il n'est pas seulement concentré sur l'écoute, mais aussi sur d'autres activités? Cela revient à ce que nous disions, le patient est au centre et c'est à nous d'adapter nos outils pour lui apporter une réponse. Et donc, grâce à ce live speech à 360 degrés généré par le système Symphonia, tu crées concrètement un champ sonore identique à celui que le patient retrouvera dès qu'il passera le pas de sa porte. Pour ma grand-mère, nous avons reproduit l'ambiance de l'église avec la voix du prêtre, et là, elle a été immédiatement convaincue. Parce qu'au fond, il s'agit bien de cela, il faut réussir à les convaincre par la preuve. Mais en fait, c'est ça. Très souvent, on s'efforce d'offrir une excellente audibilité, une voix confortable et claire. Mais parfois, pour notre patient, ce n'est pas ça qui compte le plus. Je pense à une enseignante pour qui, même si nous avions fait un excellent réglage, elle entendait tout très bien. Mais elle avait du mal à entendre la sonnerie. Une fois que nous avons résolu le problème de la sonnerie, nous avons obtenu la satisfaction de la patiente. Et tout cela, justement, grâce au live speech. Ainsi, les mesures MOR, en oreille réelle, l'indice d'intelligibilité de la parole, SII, et le live speech à 360 degrés sont devenus 3 outils dont vous ne pouvez plus vous passer chez Pontoni. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Cela m'amène à dire, jetons un coup d'œil vers un futur dont nous entendons parler tous les jours. Nous sommes de plus en plus entourés de prothèses plus intelligentes, d'algorithmes automatiques. On parle désormais partout et tout le temps de l'intelligence artificielle appliquée au réglage, fitting, et au diagnostic. Alors, est-ce une grande opportunité? Certainement, j'aurais tendance à le dire. Mais je le vois aussi comme un défi pour votre métier. Et pour en revenir aux jeunes audioprothésistes, je me demande, ces jeunes pourraient-ils finir par penser que la prothèse fera tout, que le logiciel fera tout? Pourquoi devraient-ils étudier ou approfondir de nouvelles méthodes? Je vous demande donc si vous avez déjà ressenti ce danger, cette sorte de désengagement total au profit d'une technologie de plus en plus puissante. Puis-je intervenir? Oui, bien sûr, allez-y. Je ne crois pas. Peut-être que je me trompe et l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais quelques jours de stage dans un centre auditif suffisent. Malheureusement, dans notre métier, nous n'atteindrons jamais la satisfaction totale de nos patients. D'un côté, ils aimeraient entendre à nouveau comme à leurs 20 ans. De l'autre, nous autres audioprothésistes, moi y compris, même au restaurant, sommes parfois confrontés à des difficultés d'audition.
Et malheureusement, malgré tous les conseils que nous pouvions leur apporter, les personnes malentendantes ont toujours tendance, dans ces situations, à incriminer leurs appareils auditifs. Chaque jour, à chaque consultation, on nous demande toujours quelque chose de plus. Je n'entendais pas bien au restaurant, je n'entendais pas bien mon voisin qui me chuchotait à l'oreille à l'église. Les demandes reviennent sans cesse. Et même si, d'un point de vue technologique, nous, audioprothésistes, constatons des progrès remarquables grâce aux appareils auditifs et autres équipements, nous sommes encore loin, à mon avis, d'une audition parfaite. Il y a donc et il y aura toujours un besoin peut-être un grand mot, d'audioprothésiste. Il est nécessaire qu'il se retrousse les manches et travaille directement avec le patient. Je ne pense donc pas que le stagiaire, le jeune audioprothésiste, puisse se dire « je n'ai rien à faire ». À ce sujet, j'aimerais ajouter qu'il arrive parfois que des patients venant d'autres structures se présentent chez nous avec la meilleure solution prothétique possible. Mais la meilleure technologie, si elle n'est pas gérée et accompagnée correctement, n'apporte pas les résultats escomptés. Je ne parle même pas de choses compliquées, mais simplement, par exemple, de la bonne adaptation de l'embout, comme le disait Francesco à propos de son père tout à l'heure. Aujourd'hui encore, la partie concernant l'embout reste un aspect fondamental. Si c'est fait à la va-vite, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Donc, la main de l'audioprothésiste reste très importante, même face à toute cette intelligence artificielle dont on parle tant et à toutes ces prothèses automatiques. Toute la technologie doit être guidée et gérée par un professionnel. Parfait. Donc, Marina, tu es en train de me dire que pratiquement, même si l'appareil auditif devient de plus en plus automatique, même si l'intelligence artificielle devient de plus en plus sophistiquée, le rôle de l'audioprothésiste restera fondamental. Mais probablement, et c'est là que je voudrais t'interroger, il faudra ou tu devras être encore plus compétente, avec un esprit critique encore plus affûté et donc une méthode encore plus rigoureuse, justement pour pouvoir maîtriser cette nouvelle technologie. Comme tu l'as très bien dit, il faut toujours élargir ses compétences parce que c'est un outil plus performant, plus précis que nous avons entre les mains. Mais cela exige aussi que nous sachions le maîtriser. Chaque automatisme que nous intégrons dans un réglage peut être un avantage, mais aussi un potentiel inconvénient. Je dois comprendre, en fonction des besoins de mon patient, lequel de ces automatismes nous devons utiliser et lequel non. Et surtout, cela nous amène à acquérir de nombreuses compétences transversales qui dépassent notre domaine professionnel habituel. Chaque jour, je me retrouve à perdre un temps fou avec les téléphones portables, chose qui, il y a quelques années, semblait de la science-fiction. Maintenant que les appareils auditifs sont connectés, qu'ils ont des applications, la plupart du temps c'est « mes appareils ne se connectent pas au téléphone ». Mais en audioprothèse, je n'ai jamais étudié les logiciels des téléphones portables. Bien sûr. Et donc, comment fais-tu face à ce genre de situation? Il faut acquérir de nouvelles compétences. Effectivement, il faut acquérir de nouvelles compétences. Et j'ajouterais même qu'il faut les transmettre aux jeunes audioprothésistes. Mais dans ce cas, ce sont les jeunes audioprothésistes qui nous transmettent leurs compétences. Parce que quand on n'arrive pas à s'en sortir, c'est souvent le stagiaire qui, sur ces problématiques-là, avec les téléphones portables, nous aide. Je pense aussi à notre expérience, la tienne et la mienne, Marina, mais aussi en pensant à Roberto. Nous sommes entrés concrètement dans ce monde en 2007. Et je ne dirais pas chaque année, mais au fil du temps, nous avons dû étudier de plus en plus. Donc, c'est vraiment une exigence de notre secteur. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas entrer dans ce domaine et en rester là. On nous demande d'avoir plus de compétences. Et je vois que ce besoin n'a pas diminué avec le temps, il a augmenté. Plus d'instruments, plus de technologies, plus de fabricants. Et qui sait justement où nous arriverons. Par conséquent, vous, en tant qu'audioprothésiste, professionnel dans votre domaine, je pense que vous avez aussi d'importantes responsabilités, notamment en tant que formateur auprès de ces jeunes. Justement pour éviter que l'audioprothèse ne devienne à leurs yeux, alors qu'ils se retrouvent déjà face à toute cette technologie toute prête, simplement un clic et on applique, parce qu'il est facile que tout cela dérive vers ça. Je pense que notre tâche, et dans ce cas je peux vraiment dire la nôtre, parce que je parle avec 40 audioprothésistes chaque jour, Marina est notre responsable technique, donc qui mieux que nous?
À mon avis, nous devons leur apprendre à raisonner. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que s'ils comprennent qu'il doit y avoir une réflexion derrière, alors tout devient plus facile. Ce n'est pas un hasard, par exemple, nous travaillons un peu avec tous les fabricants, mais nous le faisons aussi pour qu'ils restent toujours ouverts d'esprit. Ils doivent approfondir, ils doivent en savoir plus, ils doivent comprendre que lorsqu'ils ont en face d'eux un patient, une personne avec ses problématiques, avec ses besoins, ils doivent savoir que chaque fabricant a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est à eux ensuite de faire ce travail de pensée critique, ce raisonnement pour trouver la meilleure solution. Si cette partie-là vient à manquer, alors on peut être remplacé par des machines, etc. Il doit donc y avoir une réflexion derrière. Je pense que c'est le travail le plus important que Marina et moi faisons chaque jour. Tu es d'accord, Marina? Je suis tout à fait d'accord parce qu'il n'existe pas de travail terminé une bonne fois pour toutes, même aujourd'hui. Et d'ailleurs, selon moi, l'un des grands atouts de notre protocole Clarivox, c'est justement cela. Il y a des étapes incontournables où tu dois t'arrêter un instant pour réfléchir et raisonner sur la bonne direction à prendre. Parce que le travail fini aujourd'hui, ça mène nulle part. Et ce, pour une raison simple. Nous travaillons avec des personnes, chaque personne est différente, donc nous devons nous arrêter pour réfléchir à la solution, non pas générique, mais à la solution adaptée à cette personne. Absolument, chaque personne est différente, chaque audition est unique. Et c'est l'audioprothésiste qui fera la différence en appliquant ses méthodes à cette personne précise, avec son conduit auditif et ses problématiques propres. Nous avons parcouru un véritable voyage, je dirais. Un voyage qui a commencé dans un laboratoire créé par M. Roberto en 1989 pour arriver aujourd'hui au défi de l'intelligence artificielle. Avec Francesco et Marina, nous avons parlé de technologie et d'audition, de mesures objectives comme les MOR et l'indice d'intelligibilité de la parole, SI. Mais nous avons aussi parlé de relations, de voix et d'une chose essentielle, la responsabilité professionnelle envers le patient. Marina, Francesco, je vous remercie infiniment. Vous nous avez rappelé que l'audioprothèse n'est pas seulement un dispositif ou un appareil, mais une méthode à 360 degrés. Un algorithme ne suffira jamais si le regard clinique fait défaut. Pour en revenir à l'intelligence artificielle, aucune IA ne pourra remplacer l'acte de prendre soin d'une personne avec rigueur et bien sûr, avec une infinie empathie, une empathie qui, selon moi, fait trop souvent défaut dans le milieu clinique. Une dernière curiosité personnelle, quel est le son que vous aimez et qui, chaque fois que vous l'entendez, vous rappelle pourquoi vous faites ce métier? C'est une question un peu sentimentale. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment un son. Mais la personne malentendante est souvent un peu isolée, un peu éteinte, un peu absente. Au moment où elle entend, on voit son regard s'illuminer. C'est ça que je cherche à voir, pour comprendre, ok, j'ai bien fait mon travail. Donc, le regard. Francesco? J'y ai réfléchi un instant pendant que Marina parlait, car c'est une question plutôt difficile pour moi. On se moque un peu de moi ici, on me voit un peu comme un robot. Un robot dans le sens où je suis très rationnel, je suis certain raisonnement, etc. C'est donc une question un peu plus sentimentale, si l'on veut. Mais en réalité, il y a bien un son. C'est le début du bruit de fond du Matrix. Pour moi, il me transporte dans une autre dimension où je commence à me dire « D'accord, voyons maintenant quels sont les résultats après tout le travail que j'ai accompli. » Ce son me catapulte vraiment dans une autre réalité. Le bruit initial du Matrix Test. Je ne m'attendais vraiment pas à cette réponse. Eh bien, je ne sais pas comment vous remercier, c'était vraiment un échange merveilleux. Merci infiniment à tous ceux qui nous écoutent d'avoir été avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, faites-le circuler auprès de vos collègues, des étudiants et des patients. Je dirais que parler d'audition, c'est parler de la vie réelle. Merci à tous, merci Francesco, merci Marina. Et qui sait, nous ferons peut-être un prochain épisode ensemble. Merci Anna, à bientôt. Merci. À la prochaine!